chanterons le temps des cerises, les gueux rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Oui, tenez-vous bien, sur Radio Libertaire, vous écoutez la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub, avec notre camarade Thierry qui fait encore des siennes, voyez-vous, il peut pas s'en empêcher. C'est l'émission à racaille, si on peut causer dans le poste, qui va évoquer pour vous aujourd'hui une nouvelle objectivité numéro 2, nouvelle objectivité numéro 2, nouvelle objectivité numéro 2, nouvelle objectivité numéro 2. Voilà. Oui, on en a remis une couche parce qu'évidemment, on n'avait pas, c'est vrai qu'en une émission, on peut pas vraiment vous évoquer toute la richesse de cette comment on peut dire, de ce mouvement, voilà, la nouvelle objectivité qui vient après l'expressionnisme, mais dont des grands expressionnistes, à mon avis, font partie, comme Gross, j'allais dire Gross, comme Gross, comme Schlitzer. Ah bah non, Schlitzer fait partie de la nouvelle objectivité. Enfin, bref, on va vous causer donc de trois grands zozos, dont une zozote de ce mouvement, que sont justement cette femme, Jeanne Mammen, une artiste qui fait partie de ce mouvement, la nouvelle objectivité. C'est la seule d'ailleurs, je crois. Et puis Félix Nussbaum, un destin très particulier. Voilà, on va vous causer de ça dans la suite de cette émission. Une émission qui se veut un regard en marge sur l'art et une dénonciation des sales coups de la politique politicienne. Une petite citation pour se mettre en bouche ou en oreille, c'est au choix. Écoutez bien, c'est de Rainer Maria Rilke. Être artiste veut dire ne pas calculer, ne pas compter, mûrir tel un arbre qui ne presse pas sa sève et qui, confiant, se dresse dans les tempêtes printanières sans craindre que l'été puisse ne pas venir. Voilà. Vous retrouverez probablement cette citation sur le blog, je crois. Non, me dit Piqueco, c'est pas bien, voilà, ce que je lui réponds.
Quand même, pourquoi il se décacasse pour vous, le chaumont, si c'est pas remis sur le blog, hein. C'est vrai qu'on pourrait les mettre, ouais, Bah oui, savoir, bien sûr. à réfléchir. Ou non, il y a besoin d'une réflexion quand même. On va pas faire un popo pour un pal, voilà. Bon, bah écoutez, on peut démarrer, hein. Ma chère Piécou, c'est à vous. Voilà, donc moi je dis bonjour à tout le monde déjà. Je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission. Et le blog de l'émission www.arracaille.fr. Ça me revient, tout ça, les mots, la rage de me dresser, de faire mon cri de chien blessé, et ma chanson pour les forçats qui ne sont pas venus me chercher. La Marie-Jeanne, elle a 20 ans, elle est pucelle, elle est sévère, elle veut pas rester à la terre, il y a justement ce restaurant qui cherche un couple de gérants. Et il y a le pressant qui est d'accord, on fera équipe à la machine, 8 heures chacun et pas de temps mort, on fera jamais que 2 mois d'usine. 325 000 francs, 325 000 francs, 325 000 francs, 325 000 francs. Ça me revient, tout ça, qu'il ne pouvait pas y arriver, mais il voulait tellement le prouver, et ma chanson pour les forçats, où donc aurais-je pu la trouver? C'est con à manœuvrer une presse, c'est pas du boulot pour la tête. Suffit de refaire les 3 mêmes gestes. Tu lèves la grille, tu sors la pièce, tu baisses la grille et ça fait le reste. Et la machine fait ses petits tas de jouets de plastique pour les bambins. Faut juste faire attention aux mains, mais y a la grille qui est là pour ça. 325 000 francs, 325 000 francs, 325 000 francs, 325 000 francs. Ça me revient, tout ça, cette fameuse grille une fois sur 2, le pressant il a foutu hors jeu, on sait que ça va plus vite comme ça, même que le patron il ferme les yeux. Puis il y a la tête qui barre en couille, la Marie-Jeanne elle a 20 ans, elle a des seins comme du pain blanc, elle a des seins qui reviennent, qui roulent, sous ton crâne blanc, sous ton crâne blanc. Ma machine qui part en folie, 5 secondes pour garer tes doigts, pressant à débrancher la grille, tant pis tu continues comme ça. 325 000 francs, 325 000 francs, 325 000 francs, 325 000 francs. Ça me revient, tout ça, cet homme qui glisse comme on s'endort, la machine comme une bête qui mord, et cette détresse au bout du bras, ce chant de fou, ce cri de porc. Et la machine qui fait ses petits comme une damnée bête en gésine, et l'injecteuse qui crache le sang, et les joujoux pour les enfants, joujoux pour les enfants. 325 000 francs, machine qui crache le sang. 325 000 francs, 325 000 francs, 320. C'était Marc Augeret, 325 000 francs. Oui, tiré d'un bouquin de Roger Vaillant, je crois. Voilà, que j'ai lu quand j'étais ado. J'ai lu beaucoup de choses quand j'étais ado. Je lis beaucoup moins maintenant. Voilà, qui m'avait complètement bouleversé, hein, comme la chanson de Marc Augeret d'ailleurs. Pour évidemment évoquer avec vous, dans cette émission, une falatulence commise par le PDG de Michelin, le dit François, dans un bouquin, où il dit beaucoup de choses en se revendiquant de son catholicisme militant, etc. C'est quoi ce bouquin déjà? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, oui, on pourrait vraiment jouer là-dessus pour se foutre un peu de sa gueule, voilà, parce que bon, dans ce bouquin, il évoque évidemment, c'est tiré d'un film qui s'appelle, pas le bouquin, mais nous on s'est intéressé surtout à un film qui s'appelle Les Bips. C'est un film en 5 épisodes, on peut le lire sur YouTube, qui a été conçu par qui? C'est Jocelyne Lemaire qui a fait ce film. C'est Paroles de Bips, ouais. Paroles de Bips, c'est Piquet-Coup qui m'a montré ce document, 5 morceaux d'environ 17 minutes,
Voilà, et je dois dire que c'est assez clair, enfin, quand on regarde ça, que ce Michelin, ce patron social, soi-disant social, je dis bien soi-disant, parce que tout au long de ce documentaire, commenté par où les ouvriers de Michelin commentent le livre de leur patron. C'est assez savoureux, un peu sinistre aussi quand on pense, voilà, comme l'un disait, un jeune, relativement jeune ouvrier de chez Michelin. Enfin, ils ont tous entre 10 et 20 ans de maison quand même, mais on peut commencer très jeune, et il disait que lui, quand il est rentré dans cette boîte, il voyait des gens, des ouvriers usés, comme des petits vieux, quoi. Il pensait ils allaient partir à la retraite. En fait, c'était des gens qui avaient entre 40 et 45 ans, qui étaient déjà des vieux. Et ces gens-là, si vous voulez, il évoquait aussi le fait que à 63 ans, à 62 ans, à 64 ans, et avant, beaucoup mouraient sans avoir profité d'un jour de retraite ou de plus de 2-3 ans de retraite, voilà. Alors que ce patron, dans ce bouquin, il revendique tout au long de ce livre, que je n'ai pas encore lu, mais que Piquet-Cou a réservé à la Bibliothèque centrale, donc je le lirai, revendique, vous voyez, son humanisme, etc. Voilà, les ouvriers, bon, si on les regarde dans les yeux, on peut s'apercevoir qu'ils ont des trésors de ceci, des trésors de cela. Enfin bon, c'est vraiment un tissu de conneries invraisemblable. Voilà, c'est un patron typique du patronat français, en tout cas, de ce patronat qui conchit l'État, sauf quand il en a besoin pour... par exemple, chez Michelin, pour licencier, voilà, il y a l'État qui intervient pour garantir que les ouvriers, au moins, pourront partir dans des bonnes conditions. Donc, ça coûte de la thune. Voilà, on sait très bien que la métallurgie française, pendant des années, a pompé des milliards à l'État, voilà, parce que des milliards qui, au lieu d'être investis dans l'outil de travail, est investi sur les marchés financiers. Bon, voilà, on se voit ce qui est arrivé à Florange ou à Gandrange, je sais plus avec ces noms-là, en Lorraine, avec cette espèce de prise de rachat du dernier fleuron de la métallurgie française, un des derniers fleurons, par un espèce d'Indien, là, pas des plaines de l'Ouest, mais un Indien capitaliste qui a racheté ça pour une bouchée de pain, et en faisant des promesses, etc., qui a pillé 100 ans de recherche sur les aciers les plus extraordinaires que les gens de cette entreprise avaient fait, et les piquer pour s'en servir à son propre compte. Voilà, c'est un truc invraisemblable. Le plus idiot des idiots aurait bien perçu, bien percuté que ce mec-là, il allait pas tarder à bazarder tout ça. Voilà ce qu'il a fait, d'ailleurs, comme dans toutes les industries, dans toute la métallurgie européenne. Donc, quand il a racheté les trucs, c'était pour les bazarder après, évidemment, puisque comme c'est le plus grand, pratiquement métallurgiste du monde, privé en tout cas, et ben voilà, c'est moins il y a de production métallurgique dans les pays comme les nôtres, et ben plus il peut vendre son acier au prix où il le veut. Voilà. Bon, pour revenir à Michelin, c'est un patronat familial. Je veux dire, ça dure depuis l'invention du pneu par Michelin. C'est pas Michelin qui l'a inventé d'ailleurs, c'était quelqu'un d'autre qui avait inventé les pneus. Puis c'est pas Dunlop. Dunlop, oui, c'est lui qui a repris l'idée de Dunlop. On dira pas qu'il l'a pillé, mais enfin ça ressemble un peu à ça quand même. Et puis qui a développé son propre pneu, sa propre méthode. Voilà. Et alors donc, c'est des cités ouvrières Michelin, c'est des commerces Michelin. Voilà, chez Michelin, vous êtes pris en charge de la naissance jusqu'à la mort. Oui. Ouais, je dis c'est bien parce que Michelin paye pour un travail et en fait les ouvriers redépensent ce salaire chez Michelin. Voilà, c'était comme ça, mais il n'y avait pas que chez Michelin, c'était comme ça dans beaucoup de grandes entreprises dans ce pays. Voilà. Souvent avec un patronat catholique militant. Alors, c'est enfin comme l'Église le fait régulièrement depuis qu'elle existe, hein, c'est de détourner, si vous voulez, le propos des évangiles à leur profit, parce qu'il cite d'ailleurs, Michelin cite dans son bouquin un
un propos de l'Évangile où on dit qu'il faut faire fructifier son talent. Ça s'est fait transformer en faisant fructifier l'entreprise, quoi. Voilà. Quand le Christ, je suppose, ce prophète qui savait, qui n'a jamais écrit une ligne, hein, mais qui a prophétisé dans Judée, Samarie, etc., hein, disait ça aux gens qui l'écoutaient, faites fructifier votre talent. Il voulait dire que, évidemment, ça c'est un truc de croyants, que les gens étaient venus au monde avec certains dons, et que, voilà, comme c'était Dieu qui leur avait accordé ces dons, il fallait qu'il les fasse fructifier. Voilà, c'était pas faire fructifier le capital, hein, pas du tout. Enfin, c'est comme ça qu'on détourne, si vous voulez, les propos évangéliques au profit, évidemment, de la rapacité de l'industrie, des capitalistes, etc., etc. Mais ça, c'est pas nouveau. Si vous voulez, tous les papes depuis le VIe siècle, ou je sais pas s'il y en avait avant d'ailleurs, mais enfin bon, à partir du moment où l'Église a commencé à devenir une puissance politique, eh bien, on détourne évidemment tous les propos de l'Évangile au profit de quelques-uns. Voilà, c'est ce récup. Ça a été la même chose avec Marx, avec son Das Kapital, qui a été détourné aussi. Voilà, bon, les ouvriers, le triomphe des ouvriers, c'est devenu le triomphe de quelques caciques de partis politiques, voilà, soi-disant marxistes-léninisme, qui en vérité étaient des partis de pouvoir complètement dictatoriaux. Bon, alors, pourquoi je vous parle de Michelin? Parce que j'ai rencontré un petit patron d'une entreprise qui fait dans la fourniture pour artistes, qui s'appelle Bosner. Voilà, moi je vais à celui de Champigny, parce que j'habite Nogent, donc je traverse la Marne à Pince, et puis je vais à Champigny, et je suis tombé sur ce patron que je connaissais pas. Je connais Bosner Champigny depuis une dizaine d'années, depuis que ça a été créé environ, quoi, voilà. Et alors, j'ai trouvé que le type était gentil, quoi, était sympa, surtout que j'avais commencé à l'attaquer sans savoir que c'était le patron. Parce que il disait que oui, je voulais acheter des pierres qui pèsent assez lourd, c'est les pierres les plus lourdes du monde, qui a la densité de 10 sur 10, et il disait, alors je cherchais une particulière qui était pas là, mais il disait on va être livré, etc. Et puis alors c'est venu qui se cassait le dos, tout le monde se cassait le dos avec ces pierres qui pesaient vachement lourd et tout ça. Ah je dis oui, ça doit être un accident, considéré comme accident du travail, etc. Je commence à faire mon petit baratin. Il me dit oui, mais surtout que je suis le patron, donc voilà, je suis le premier concerné. Je dis bon, j'ai un peu arrêté là mon argumentation, mais enfin il s'est avéré que ça semblait être un type sympa, qui a pas pris ça plus mal qu'il fallait le prendre, voilà. Qui s'est pas fait passer non plus pour un patron social de gauche comme le père Michelin. Et puis après, à la caisse, j'ai pu discuter avec la comptable qui était à la caisse. Je l'avais jamais vue non plus. Elle est jamais à la caisse, là, elle y était, parce que probablement pour remplacer quelqu'un qui pouvait pas se déplacer ce jour-là. Et alors, on a un peu parlé de leur patron, et elle me dit que depuis que la boîte était là, les gens qui étaient là il y a 10 ans, ils sont toujours là, c'est tous ces jeunes gens, quoi, enfin, et qui recrutent au local. Enfin, ils sont passés de quelques employés à plus d'une vingtaine. Vous me direz, c'est à côté de Michelin, qui c'est 100 et quelques mille employés dans le monde, oui, quelque chose comme ça, oui, je pense que c'est ça, ouais. Même peut-être plus. C'est un peu rigolo, mais enfin bon, on s'en fout de la quantité, mais c'est la qualité qui est tiante. Et il semblerait qu'effectivement, c'est dans cette entreprise, on peut travailler d'une manière sympathique, sans trop. Et c'est vrai que je connais un employé là, un jeune qui est dans un magasin, qui est dans le magasin de la rue de la Roquette. Là, c'est pas la rue de la Roquette, c'est si. La rue du Chemin Vert. La rue du Chemin Vert, parce que c'est une annexe de ce grand magasin. Là. Voilà, Maxime, je crois qu'il s'appelle, qui est là depuis le début. Voilà, ils sont tous un peu là depuis le début. Ils recrutent à la NPE, ils recrutent à Champigny, etc. Bon, voilà. Alors évidemment, je vais pas vous faire un truc dithyrambique sur ce patron, parce que s'il est comme celui de Michelin, à échelle réduite, mais je doute un peu quand même, parce que les employés ont pas les cernes sous les yeux qu'ont ceux de Michelin. Enfin, faut voir, on a vu vraiment des gens. Et alors même en même temps, chez Michelin, il y avait des prêtres ouvriers. Enfin, il y en avait un en tout cas, parce que il y avait des prêtres ouvriers là à Clermont-Ferrand. Ils étaient 4.
Et ils essayaient de se faire embaucher, mais évidemment, ils pouvaient pas parce que, comme ils étaient prêtres, ça se savait. Et Michelin, malgré que ce soit un grand catholique militant et tout ça, pas question d'avoir des curés dans son entreprise, surtout les prêtres ouvriers. Mais il y en a un qui a réussi à contourner le truc, qui a fabriqué, qui s'est démerdé pour qu'il n'y ait pas de traces de lui dans l'achat, et qui est resté combien de temps là-dedans? Il est resté 15 ans. 15 ans. Et effectivement, il dit qu'il est resté pour apprendre aux hommes à rester des hommes, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que les hommes, comme un des ouvriers disait, il y avait un panneau d'inscrit dans l'usine à l'entrée, vous laissez tous vos trucs au vestiaire, là, quand vous êtes dans l'usine, vous oubliez tout ce que vous êtes, etc., etc. Et il y avait des mecs qui disaient, nous, on n'est pas du tout d'accord d'oublier ce qu'on est, on est des êtres humains, on veut le rester. Voilà, mais là, chez Michelin, non, ça se passait pas comme ça, hein. Vous dire, une caricature, mais enfin, vraiment, quelque chose d'extraordinaire. Et ce vieux prêtre était vraiment craquant, d'ailleurs, il est mort. Sur les 4 prêtres ouvriers, il y en a un qui est mort, il en reste 3, il y en a un autre aussi avec qui on a discuté, qui a pas pu se faire embaucher, mais qui est resté dans le coin, qui s'est fait embaucher dans une autre boîte. Voilà. Je signale au passage que les prêtres ouvriers, il y a un très beau livre de Cesbron, qui est assez ancien, qui s'appelle Les saints vont en enfer, qui parle justement de cette aventure de la prêtrise ouvrière, qui a été évidemment supprimée par le pape, parce que ça commençait à faire des vagues, certainement dans le patronat et tout ça, il commençait à avoir des sueurs froides. Et comme il n'y a pas du tout de lien entre le patronat et l'église, le pape, il a supprimé les prêtres ouvriers. Voilà. Ou aussi parce que les prêtres ouvriers, souvent, ils devenaient militants communistes, tout en restant prêtres ouvriers. Ils s'inscrivaient à la CGT, aux syndicats comme ça, qui étaient quand même les syndicats les plus engagés du monde ouvrier, du monde syndical en tout cas. Voilà. Non, ils allaient pas à la CFTC, ils allaient à la CGT carrément. Et là, mon petit blablabla sur le travail, c'est la santé. Cette phrase que tu disais là de Michelin qui disait qu'il fallait laisser sa personnalité au vestiaire, Laurence Parisot l'avait repris il y a quelques années dans ses slogans. Elle disait que la liberté de penser s'arrêtait là où commence le code du travail. Voilà, c'est ça. Ouais, non mais c'est invraisemblable. Bon. Ce qu'il faut comprendre, moi, j'essaie pas de vous faire comprendre quoi que ce soit, mais moi, ce que j'ai compris, en tout cas, dans tout ça, j'étais un petit peu au courant, quand même, faut pas prendre les oiseaux du bon Dieu, pas lesquels assez vèges, Et j'étais un peu au courant que, évidemment, les patrons qui se disent sociaux, il y en a pas mal comme ça, il y en a beaucoup de patrons qui se disent sociaux, de grandes entreprises du CAC 40, mais en fait, c'est complètement... Je suis sûr qu'ils sont convaincus de leur truc, sauf que les ouvriers en sont moins convaincus, quoi. Sur tous ceux qu'a interviewé cette cinéaste, il n'y en a aucun, à part Yvan Levaille, évidemment, ce taré là de journaliste d'Europe 1 ou de France, je sais plus où il est maintenant. Il est alors insupportable, un discours insupportable. C'est bien qu'elle l'interviewe parce qu'on voit vraiment le journalisme du côté du manche. Il n'y a pas à se tromper, voilà. Mais en tout cas, c'est une bonne photographie du patronat. C'est un film qui date de l'an 2000. Oui, c'est un film de 2000. Ouais, c'est pas très vieux. Je pense pas que ça ait changé en mieux, mais que ça a empiré depuis. Voilà. Ouais, je pense que ça a empiré. Et c'est intéressant. Il y a un petit moment les Pinsons Charlot qui sont aussi interviewés. Il y a Bernard Maris qui fait quelques apparitions qui servent un petit peu à décrypter aussi ces façons de faire du patronat. Et ce qu'il faut quand même qu'on souligne, c'est qu'on peut le voir à Publico ce vendredi à 19h30. Il est diffusé à Publico et faut vraiment y aller parce que c'est vrai que la qualité internet, elle est plutôt moyenne. Très moyenne. Donc si vous êtes dispo et que vous pouvez aller le voir à Publico, foncez quoi. Oui, foncez, voilà. Publico, je rappelle, fait des soirées comme ça assez souvent et qu'il faut vraiment y aller parce que c'est gratos, c'est convivial, voilà, vous respirez un air un peu différent. Ouais. Eh ben moi je vais rester aussi donc sur le patronat parce que j'avais envie de reprendre en fait les coups de gueule de Gérard Filoche là c'est des petites piqûres de rappel mais ça fait des piqûres je veux dire c'est des coups de hache c'est des perfs c'est 5 petites vidéos qui sont en accès libre sur le site de Là-bas si j'y suis et c'est vrai qu'elles ont été mises en ligne à la veille de cette manif de jeudi dernier qui est passée complètement inaperçue dans les grands médias, c'est comme si il n'y avait pas une manif, personne n'en a parlé. Donc voilà, moi j'ai repris un petit peu des sujets de Filoche. Donc il y en a une petite vidéo, c'est Filoche ne respecte pas les milliardaires. Et là, en fait, il revient sur le tweet qu'il avait publié quand à la mort de Margerie, là en octobre 2014, où il disait de Margerie est mort, famille Tétinger en deuil, les grands féodaux sont touchés, ils sont fragiles, le successeur nous volera-t-il moins?
Et en fait, à la suite de ce tweet, immédiatement, le Parti socialiste, alors Valls en tête, réclamait donc la sortie de Filoche du PS, comme si c'était Valls qui, à lui, décidait qui doit ou pas appartenir au PS. Ou qui doit, oui, voilà, c'est ça. Voilà. Tout ça parce qu'il remettait effectivement en cause le plus grand PDG de France. Et après, en fait, même De Margerie a même été mis en examen à titre posthume pour corruption d'agents iraniens publics, pour les 18 filiales de Total qui sont aux Bermudes, donc qui font un chiffre d'affaires de quand même 185 milliards. Et il compare, c'est intéressant, c'est que c'est très pédagogique ces discours, parce que en fait, effectivement, il faut savoir que le budget de l'État c'est 300 milliards. Donc en fait, le chiffre d'affaires de Total, c'est plus de la moitié du budget de l'État, quoi. Et Total, en fait, ne paye pas d'impôts. Et ça, c'est quand c'est LuxLeaks justement qui a fait toutes ces révélations et qui a révélé que Jean-Claude Juncker, donc qui est président de la Commission européenne, a été pendant 15 ans ministre de l'économie au Duché du Luxembourg, 15 ans Premier ministre, et que ce même Juncker prône lui l'équilibre des comptes, alors que pendant 30 ans, il a quand même détourné 2400 milliards d'euros avec 340 multinationales, dont 58 françaises. C'est-à-dire qu'un tiers du budget français a été blanchi au Luxembourg. Et le plus gros blanchisseur d'Europe, donc qui accule les pays, lui, c'est lui qui décide qu'on doit réduire les postes dans les hôpitaux, dans l'éducation. Et Macron, alors quand Macron dit aux jeunes ayant envie de devenir milliardaire, Filoche répond, bien sûr que nous, on ne peut pas être milliardaire et honnête. C'est Oui, d'accord, mais qui a envie d'être honnête maintenant? Oui. Ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, le travail n'enrichit pas. Le travail permet de vivre, il crée de la richesse, mais en fait, c'est l'exploitation des autres, c'est quand on suce l'énergie, la sueur, et c'est le cerveau de millions d'hommes et de femmes qui permet d'accumuler des richesses, comme a pu le faire le patron de Michelin. Voilà, absolument. Voilà. Et qu'en France, en fait, on bat le nombre de records de milliardaires. On a 78 milliardaires en France. Donc la conclusion de Filoche, elle est claire et nette. Il faut aller récupérer toute cette évasion fiscale. Et là, on parle plus de crise, tous les problèmes sont réglés, que ce soit la sécu, l'éducation et la santé. Voilà. Une deuxième petite vidéo, ils ont appelé ça la théorie du siphonnement. Donc là, effectivement, ce qui pointe, c'est que ce sont en fait les petits patrons qui se font aussi exploiter par les gros patrons. Donc peut-être comme ton patron de Bosner, effectivement, parce qu'en fait, en ce moment, Bouygues aussi est en procès donc pour des travailleurs surexploités. Et il explique ce système de sous-traitance permanente à tous les niveaux. C'est-à-dire que lui, il pense qu'il faudrait réglementer. C'est-à-dire que si dès qu'il y a une infraction ou de la maltraitance, si c'était la grosse boîte qui est au-dessus, qui était responsable, et non plus tous les sous-traitants qui sont mis à mal, en fait, ça permettrait de tout remettre dans les rangs. Et en fait, ce qu'il voudrait, c'est que les sous-traitants aient des conventions collectives alignées sur celles du donneur d'ordre, ce qui n'est jamais le cas, bien sûr. Donc, il faudrait aussi des comités d'entreprise partout, des représentants du personnel. Et ce qu'il pense, c'est qu'il faut que les petits patrons arrêtent de soutenir le MEDEF, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et donc, une autre vidéo parle du chômage. Donc, pour Filoche, c'est simple, la conclusion, le chômage est voulu. Alors déjà, il renomme ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de charge sociale comme tout le monde aime bien le faire, les patrons en premier. Parler de charge sociale, non, c'est pas des charges sociales, ce sont des cotisations. Et là, c'est complètement différent, c'est une collecte d'une partie des salaires qui en fait est mutualisée pour être distribuée à chacun selon ses besoins. Et il dit, mais c'est la plus belle chose qu'on a, quoi. Donc quand on parle de charge, effectivement, il dit non, c'est pas une charge, c'est un bonheur. Donc alléger les charges, c'est un discours qui, oui, facilite la disparition et derrière, en fait, qui mettrait à mort toutes ces caisses de solidarité, quoi. Donc, il donne aussi comme exemple d'une réponse qu'il avait eue sur son blog où quelqu'un disait, mais écoute, t'exagères, là, t'as un patron, mais ce patron-là, il fait vivre quand même 50 000 personnes. Et non, répond Filoche, ce sont 50 000 personnes qui le font vivre. Donc, il parle aussi de la réduction du temps de travail, effectivement. Lui, il prône une réduction de temps de travail à 30 heures. Il n'y a pas de solution. Il faut partager ce travail. Il y a eu 850 000 naissances depuis l'an 2000. Donc, tous ces bébés, d'ici 2018, vont commencer même à arriver sur le marché du travail. Et pour lui, le chômage, c'est une volonté. Il y a des lois qui facilitent les licenciements, comme l'ANIC, l'accord national interprofessionnel, et la loi Macron.
Et voilà ce que dit Macron, je ne suis pas là pour protéger les emplois existants. Voilà, donc consigne, on avait demandé à ce qu'il y ait 0 refus d'homologation des plans sociaux, qu'il fallait laisser passer tous les plans sociaux et que les licenciements puissent se faire. Et maintenant, avec la loi Macron, c'est décidé que si un tribunal administratif bloque un plan social, eh ben les salariés n'en retirent aucun avantage, ni intégration, ni indemnisation. Donc l'idée, c'est quand même aussi à terme de diminuer les prud'hommes et les commissions d'arbitrage, de les mettre sous l'autorité du patronat. Bah voyons. Voilà. Alors une autre dernière petite vidéo, le code du travail, une histoire d'amour. Alors gare aux manipulations. Et le code du travail, en fait, en France, les mauvaises langues disaient qu'on ne pouvait pas embaucher parce qu'ici, on avait un code du travail qui augmentait d'une page tous les 3 jours. Voilà ce que la droite adore raconter. En fait, non, c'est pas vrai. Le code du travail, c'est 675 pages de loi. Le reste, ce sont des glossaires, des commentaires. Alors, ils comparent en disant que c'est comme si on prenait un bouquin de Sagan qui était amendé par Proust. Ouais. Donc, en fait, aux États-Unis, il faut savoir que le code civil, lui, c'est 36 000 pages. Ouais. Donc le code du travail est un texte qui est très peu enseigné et qui est le plus détourné. Et il raconte cette anecdote qui est de Bérou, qui est arrivé sur une chaîne de télévision, alors une grande chaîne, soit TF1, et qui Bérou sort le code du travail suisse. Alors c'est un petit bouquin qui doit faire 50 pages, et dit voilà, le code du travail en Suisse, c'est 4% de chômage. Et en fait, eh ben non, heureusement qu'on a des gens comme Philoche qui décryptent quand même toutes ces manipulations. Ce qu'il a montré, c'était pas le code du travail, c'était un traité sur la paix au travail. Et Philoche nous dit qu'en fait la Suisse c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'en fait chaque canton a ensuite ses lois. Et en plus, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'en Suisse les salaires sont au moins une fois plus élevés que les autres. Une fois et demi. Presque 2. Alors ce qu'il raconte aussi, c'est que le code du travail en fait a plutôt été diminué entre 2004 et 2008. Et ce par la droite. Et que Bérou, justement, l'a même voté à l'Assemblée nationale, que 10% des textes ont été enlevés, il y avait 1150 lois, 500 ont été supprimés, et on a divisé les autres en 2, ce qui fait qu'effectivement, on a l'impression que c'est très gros. Et par exemple, il prend aussi après des exemples pour dire pourquoi il y a autant de textes dans le code du travail. C'est aussi, par exemple, dans l'agroalimentaire, il y a des temps d'habillage, donc ou la pause pipi ou la pause casse-croûte, ce qu'il faut savoir selon les professions, si c'est considéré comme temps de travail, pas de temps de travail. Et il prend le temps d'habillage dans l'agroalimentaire et dit qu'en fait, ce temps d'habillage n'est même pas comptabilisé comme un temps de travail. Ce qui fait que sur une année, le temps d'habillage représente quand même 117 heures. Et dans une vie, 4350 heures qui sont données au patron. Et qu'en 1936, en fait, l'habillage faisait partie du temps de travail. Donc voilà, ce qu'il dit, c'est le code du travail, c'est le code le plus important dans la vie des gens, car tout le monde travaille et qu'on devrait l'enseigner à l'école. Bien sûr. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Vive l'entreprise, le code du travail en danger. C'est un bouquin, je crois, qui vient de sortir, quoi. Ouais. Non, c'est extraordinaire de clairvoyance, de justesse. Voilà, Philoche, on devrait lui foutre une statue. Hein. Même s'il reste au PS. Voilà, même s'il reste au PS. Il rêve toujours d'une gauche qui pourrait être unie, qui arriverait à terme à faire avancer les choses. Mais en tout cas, il garde pas sa langue dans sa poche. Et c'est le principal. Et il faut vraiment l'écouter parce qu'il a quand même beaucoup plus de détails. Il a plein d'humour. Et quand il parle du tweet de Marjorie, il raconte que quand on a fait cette fausse annonce que Bouygues était peut-être mort, il a reçu 200 tweets. Et alors que fait Philoche, il dit rien. Ouais. Non, mais bravo, papa Philoche, on t'aime. En chantant notre drapeau rouge dans le vent. C'est pas seulement que c'est le printemps, mais c'est qu'il est bien vivant. À la bourse, l'argent produit de l'argent, et pourtant la précarité s'étend. Prenez garde, bonnes gens, pendant qu'il est encore temps. Prenez
bonnes gens pendant qu'il est encore temps. Le monde des marchands, Euro Disneyland en avant, des Mickey pour les enfants, le RMI pour les grands. Leur méthode ne date pas d'hier, ils laissent grandir la misère, puis ils nous préparent la guerre, ils la disent humanitaire, puis ils nous préparent la guerre, encore une terre des terres. Descendons la rue en chantant notre drapeau rouge dans le vent. C'est pas seulement que c'est le printemps, mais c'est qu'il est bien vivant. C'est pas seulement que c'est le printemps, mais c'est que nous sommes bien vivants. C'était la compagnie Joli Môme, la lutte en chantant. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Que l'auditeur qui appelait nous excuse, mais Pichekou était déjà au téléphone. Donc, s'il veut rappeler à la prochaine pause musicale, vous êtes sur donc la radio de la Libertaire, vous écoutez la racaille, pour un temps consacré à la nouvelle objectivité, dont on vous a déjà parlé la semaine dernière, mais on continue en chantant, comme la compagnie Joli Môme. Et tout de suite, notre camarade Pichekou va vous causer dans le posque d'une artiste de cette nouvelle objectivité, Jan Mamen. Jan Mamen. Ouais, alors on peut rappeler que la nouvelle objectivité, effectivement, c'est ce mouvement artistique, comme tu dis, qui est venu après l'expressionnisme et qui a duré une quinzaine d'années sous la République de Weimar. Donc, qui a connu la République de Weimar des gens qui étaient plus dans ce qu'on pourrait dire à droite, d'autres qui étaient plus à gauche. Ou à l'ultra-gauche. Voilà, et que nous, on s'est plus intéressé forcément à ceux qui étaient plus engagés, quoi. Dont l'idée, la nouvelle objectivité, c'était de transcrire sur la toile la réalité de ce qu'il y avait autour d'eux. Donc là, oui, Jan Mamen, Robert, merci. C'est une découverte que tu as faite. Parce que, si, quand même, j'insiste, parce que, voilà. Moi, je suis passée à côté. Il y avait deux tableaux dans le bouquin. Et en fait, j'avais pas fait gaffe. Et en fait, c'est génial. C'est de parler d'une femme. C'est quand même vachement bien. Et donc, c'est une femme, donc, au sein de ce courant de la nouvelle objectivité, Jan Mamen. Et d'ailleurs, on la cite souvent aux côtés de Kate Kollwitz ou de Anna Hawke, qui sont donc toutes trois qui se sont engagées socialement et donc qui ont travaillé durant cette République de Weimar. Donc Jan Mamen, elle est née en 1890 à Berlin et elle a 5 ans, elle vit à Paris, son père a une usine de soufflage de verre, donc elle apprend rapidement le français, elle se passionne même pour la littérature française. Elle apprend la peinture à l'Académie Julian avec sa sœur aînée et puis en fait les deux sœurs vont poursuivre leur formation artistique à Bruxelles et à Rome. Elle expose au Salon des Indépendants à Paris et à Bruxelles. Puis là, c'est la Première Guerre mondiale qui éclate. Donc la famille allemande en France est obligée de s'enfuir et elle prend un train pour partir aux Pays-Bas. Et les biens du père vont être complètement confisqués d'ailleurs.
Donc Jeanne, après, va se retrouver à Berlin 1 an et demi plus tard. Elle a tout perdu, elle a rien. Donc ces années de guerre sont marquées par la privation, par le manque de ressources, le manque de travail, qui l'oblige à accepter ce qui se présente. À la fin de la guerre, elle s'installe avec sa sœur donc dans un ancien studio photo, dans une rue animée de Berlin. Donc ça, c'est un lieu de vie qui est plutôt sympathique. Il y a un petit jardin à l'arrière, un petit oasis de verdure. Et elle va travailler donc comme dessinatrice de mode, elle fait des affiches de films et surtout elle collabore quand même à des journaux comme le Simplicissimus, Hulk ou Der Junge Seele. Donc ces illustrations sont réalistes, elles sont parfois satiriques et elles vont dépeindre des types humains dans toutes sortes de situations, que ce soit de jour comme de nuit. Et là, elle vit de son travail artistique, donc elle peint beaucoup aussi les femmes dans les cabarets. Et sa première exposition, ce sera à la galerie Gurlitt en 1930. Et là, ça va marquer sa reconnaissance sur la scène artistique berlinoise. Elle crée des lithographies. Elle fait en particulier le cycle, c'est les chansons de Bilitis. Alors ça, c'est un hommage à l'amour lesbien qui illustrait des poèmes de Pierre Louis. Et puis, c'est l'arrivée au pouvoir des nazis, qui met un terme à sa reconnaissance publique. Ses œuvres sont critiquées par le nouveau régime, parce qu'elle refuse de collaborer, bien sûr. Elle perd à nouveau ses sources de revenus dans les journaux et elle va préférer vendre dans les rues des livres d'occasion ou des revues ou des œuvres graphiques qu'elle tire dans une petite charrette à bras. Elle continue à faire énormément de dessins réalistes durant toute cette période, sans se soumettre aux contraintes du régime, alors que ses dessins restent réalistes. Alors elle, sa peinture, elle va plutôt évoluer dans un style qui sera plutôt cubiste, qui est influencé par Picasso, qu'elle admire. Son travail d'après-guerre témoigne de l'horreur et de la souffrance humaine qui est supportée par toutes ces années de guerre. Plusieurs dans sa rue, les immeubles sont détruits, son studio est touché aussi, et une partie de ses œuvres est détruite. Mais en fait, rien ne l'arrête dans son travail, elle fait face aux pénuries et aux privations. Et ces conditions difficiles même vont lui donner l'occasion d'intégrer des matériaux de récupération dans ses sculptures ou ses collages. À la fin de la guerre, elle participe aussi d'une manière assez importante au célèbre cabaret existentialiste de l'après-guerre qui s'appelle le Badewanne, c'est-à-dire la baignoire. Elle n'a jamais signé ni daté ses peintures, sauf son dernier tableau qui s'appelle Promesse de l'hiver, qui a été réalisé en 1975. Et elle a peint toute sa vie jusqu'à ce que la maladie l'empêche de tenir un pinceau. Il a fallu attendre les années 70 pour que son travail soit redécouvert et qu'elle soit exposée à Hambourg et à Stuttgart. Et elle est particulièrement reconnue donc par les mouvements lesbiens et féministes. Donc son travail, on a souvent comparé son travail à celui de Georges Grosz ou d'Otto Dix dans le choix des sujets sur l'injustice ou la misère sociale. Et son retour à Berlin à la fin de la guerre donc lui fait découvrir cette ville en fait qu'elle ne connaissait pas. Donc elle observe attentivement toutes ces femmes, elle peint beaucoup les femmes, ces femmes qui sont au travail sous la République de Weimar. Et elle reproduit sur la toile ces femmes de toute classe sociale. Il y a beaucoup d'empathie. Et ce sont ces femmes qui sont donc aux prises avec leurs contradictions au sein de la société. Et elle observe ces nouvelles femmes, comme elle les nomme, dans leurs relations entre elles, que ce soit au travail et aussi avec leurs relations avec les hommes. Et elle s'appuie sur ses propres expériences pour pouvoir en tirer des nuances assez fines. Bien sûr. Alors quand on regarde son travail, on s'aperçoit que son travail a quand même connu plusieurs périodes. Ouais. Il y a une première période, ce sont beaucoup de dessins et de carnets de croquis, à peu près jusqu'en 1914, qui représentent les individus donc dans leur milieu social. Après, il y a un premier style de peinture, c'est une période qui est plutôt symboliste, où elle illustre des livres comme La Tentation de Saint-Antoine ou Le Pot d'or de Flaubert, avec certaines inspirations, il y a la mort, quelques inspirations un peu morbides. Ensuite, il y a sa période, à mon avis, qui est la plus intéressante, c'est donc entre celle qui nous intéresse, entre 1924 et 1934. Donc, c'est ses représentations de Berlin et ses illustrations de journaux. Ensuite, elle a une période qui est un peu plus réaliste, jusqu'en 1938, comme une toile que j'ai pu voir là sur Internet, où ce sont deux enfants qui sont assis côte à côte, qui lisent, et en fait, ils ont les yeux qui sont tout noirs, qui sont dans le vague, ils sont complètement mélancoliques. Et après, en signe de protestation à la politique culturelle nazie et pour résister, elle abandonne le réalisme pour un cubisme expressionniste. Donc ça qui est plutôt inspiré par Picasso.
Elle fait de la sculpture aussi, donc elle va faire des bustes en plâtre et en argile, parce quand le matériel de peinture est un peu plus difficile à se procurer. Après, elle a un travail qui va devenir plus graphique et abstrait dans les années 50. Et à partir des années 60, c'est une période qu'elle qualifie elle-même d'absurde abstraite. Voilà. Jeanne, après 70 ans, elle regarde la vie en spectateur amusé qui contemple la folie. Et là, ce sont des figures un peu fantasques qu'elle éparpille sur la toile. Et elle fait aussi des collages à partir de papier de chocolat ou de bonbons. Et elle souligne ainsi cette trivialité des activités humaines. Et elle dit qu'elle retrouve sous forme abstraite, en fait, l'univers un peu onirique de ses premières peintures. Ok. Non, c'est passionnant. Et curieusement, voilà, il y a pas dans tous ces mouvements d'avant-garde des années de la République de Weimar, il n'y a pas de femmes. Enfin bon, je veux dire, c'est à peu près un exemple unique, je crois. Enfin connu en tout cas, d'une artiste féminine qui soit dans cette mouvance et qui soit critique de la société, quoi, parce qu'elle a vraiment sa période, donc on pourrait dire moi je n'arrive pas à enlever le terme surréaliste, une nouvelle objectivité, c'est un petit peu chiant comme expression. Voilà, pas pour moi, hein, mais bon. C'est une traduction en plus. Ouais, Donc, si je pensais ce matin, je me dis finalement, c'est peut-être pas si bien traduit, effectivement. Non, parce que je vois pas très loin la différence d'ailleurs avec l'expressionnisme. Il y a quand même, c'est ténu, en tout cas s'il y en a une. Voilà. Alors elle prend toute sa place dans ce mouvement, évidemment, comme l'a souligné Pichikoum, pendant une période relativement brève, 10 ans, quoi. C'est dans une vie d'artiste, c'est pas grand-chose. Et avant et après, pour ma part, en tout cas, je la trouve pas vraiment passionnante. Elle semble très versatile, quoi. Elle passe d'un style à l'autre, d'une technique à l'autre, etc., etc. Et il n'y a pas une affirmation d'une personnalité comme chez Otto Dix ou Gross ou Schlitzer ou des gens comme ça, voilà. D'ailleurs, Pichikoum vous parlera d'autres peintres de ce mouvement intéressant aussi. Voilà, mais nous, ce qui nous a retenu, c'est surtout que tiens, enfin une femme. Voilà, puis qui a fait quand même des peintures engagées sur la période qui nous intéresse. Voilà, et puis qui a été aussi une artiste dégénérée, qui s'est opposée vraiment au nazisme. Voilà, elle aurait pu très mal finir. Elle a eu du poil et passe à travers les mailles du filet. Pas comme l'artiste dont je vais vous parler tout à l'heure, d'ailleurs, qui lui, par contre, n'est pas passé entre les mailles du filet. Bien qu'il ait eu une peinture peut-être moins engagée qu'elle, en tout cas, qui était plus recentrée sur lui, sur le drame qu'il vivait, etc., etc., dans ses peintures intéressantes. Voilà. Das man eine Wohnung nennt. Und nach einer grauen Woche folgt ein rotes Wochenend. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Erstens sind wir nicht wir alle, zweitens ist es nur ein Tag. Und zwar liegt nun auf der Wiese, was sonst auf der Straße lag. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Denn wir sind nur aufgebrochen, aus dem Dreck, der bis zum Hals uns saß. Und wir haben nur gerochen an der Blume und am Gras. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger
und beim Essen vorwärts nicht vergessen die Solidarität. Und wir wissen, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber damit kann die Sache nicht für uns bereinigt sein. Vorwärts und nicht vergessen unsere Straße und unser Feld. Vorwärts und nicht vergessen, wessen Straße ist die Straße, wessen Welt ist die Welt. Donc c'était la chanson Le chant de la solidarité interprété par Ernst Bunch. C'est un texte qui a été écrit par Bertolt Brecht. Voilà. Alors pourquoi j'ai choisi cette chanson? Parce qu'en fait Brecht a travaillé pendant toute cette période de la nouvelle objectivité, et Ernst Bunch est quelqu'un qui était acteur, metteur en scène, chanteur, et qui était aussi très très engagé, qui a même été après combattre en Espagne avec les républicains. Ouais. Voilà, pour les gens qui sont un peu chatouilleux ce chapitre du nazisme, etc. Comme pour la chanson de Marlène. Voilà, qui est purement une chanson pour les soldats, et qui était partagée, je vous dis, par les bobbies et les teutons, voilà. Les Tommy et les teutons, enfin, il y a une chanson de Brassens là-dessus. Voilà. Qui nous permet, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, quand même, hein, sans Dieu, sans métier, sans pub, l'émission à Racaille, sur la nouvelle objectivité, une deuxième, avec, pour tenter d'en faire un peu le tour, mais on est loin d'en avoir fait le tour, hein, de cette nouvelle objectivité. Voilà, qui va tout de suite vous brancher par mon intermédiaire, je fais le fusible, sur Félix Nussbaum. Félix Nussbaum, ouais. Alors essayez d'imaginer, si vous le pouvez, enfin si vous êtes très jeune, ça sera difficile, mais si vous l'êtes un peu moins, d'imaginer un juif, un artiste juif, pendant cette période de la dernière guerre, voilà. Traqué par les nazis depuis 1933, depuis leur arrivée au pouvoir, qui s'est exilé dans différents pays d'Europe, dont la Belgique. Ça, je peux comprendre, la Belgique. Moi, maintenant, je m'y exilerai facilement. un pays sympa, en tout cas, pour le peu qu'on en a vu, en nous déplaçant là-bas. Voilà, un artiste, alors qui ressentait peut-être encore plus que les autres la violence de cette époque, surtout en plus un artiste de confession juive, voilà. Alors, qui était né dans une famille bourgeoise pourtant, hein, à Osnabrück, dans les années 1900, voilà. Bon, il rencontre au cours de ses études artistiques une juive polonaise, moi j'en connais une autre, Felka Platek, voilà, qui devient sa compagne, et voilà, ils partent en épousailles en 1937, justement à Bruxelles. Bon, à l'avènement du nazisme, on refait un petit repas en arrière, hein, 4 ans avant, il se réfugie d'abord en Italie. Bon, c'était pas un bon plan, parce qu'avec Mussolini, quoi qu'ils n'étaient pas fanatiques comme les nazis allemands, ils n'avaient pas ils n'attaquaient pas encore les juifs comme les Allemands l'ont fait, voilà. Et puis après, il se rebarre en Belgique, à Ostende justement. on connaît, nous, on commence à connaître. Hein. Et là, ça lui donne une inspiration pour plusieurs œuvres. On peut comprendre aussi pourquoi, parce que Ostende, c'est vraiment très curieux comme ville. Je dis bien très curieux, voilà. Et puis d'Ostende, il va à Bruxelles, voilà, et tout ça. Il va et vient un peu. Voilà, c'est un petit peu le destin des Juifs d'Europe à cette époque-là. Hein. Pas tous malheureusement, parce que s'ils étaient tous barrés de Pologne, il y en aurait eu un peu moins pour alimenter les fours et les chambres à gaz. Voilà. Mais bon, les gens, la plupart, c'était des gens simples qui ne pouvaient pas imaginer qu'on puisse comme ça les massacrer d'une manière aussi horrible et aussi totale. Voilà. Mais il a quand même pas pu obtenir la nationalité belge, notre camarade Félix. Allez savoir pourquoi. Faut dire que les Belges, pendant la guerre, il y avait quand même un parti nazi là-bas assez important.
Voilà, ils étaient pas tous, hein, évidemment, mais il y en avait quand même pas mal qui étaient complètement du côté des nazillons. Voilà. Ah bon, bah après et alors il est arrêté au début de la guerre comme citoyen allemand. Il devait être en France à ce moment-là, parce que je vois pourquoi il l'aura balancé à Saint-Cyprien dans le sud de la France. Voilà, qui sera un thème aussi de ses œuvres. Voilà, il a toujours. C'est ça, c'est terrible dans la vie de cet artiste, c'est que pratiquement toutes ses œuvres sont inspirées justement de cette Shoah, quoi, de cette traque en tout cas. Ouais. Voilà. Ouais, de la peur qu'il avait. Ouais, de la peur. Il était habité complètement par la peur, voilà. Mais après la débâcle de la France, hein, qui s'est ralliée massivement aux idées du maréchal, nous voilà. Les Français, ils rendaient les réfugiés d'Allemagne à leur pays, mais il parvient quand même à s'évader avec sa femme et il se retrouve une fois de plus en Belgique et à Bruxelles. Voilà. Il se cache pendant 4 ans. Imaginez, c'est un peu comme Anne Frank, quoi. Pendant 4 ans, il était planqué, avec la peur au ventre, hein, évidemment, parce que, voilà. Et comme une fatalité, mais je pense que quand on a peur, forcément, voilà, si on est un peu plus insouciant, mais des fois c'est très difficile de l'être, surtout dans des conditions comme ça, il est dénoncé, évidemment, hein, comme Anne Frank a été dénoncé, et il est arrêté en juin, presque le 21 juin 44, et amené mois de juillet 44 vers le 31 juillet 44 dans le dernier convoi pour Auschwitz. Vous vous rendez compte le pot du mec, hein. Le dernier convoi, il aurait été un peu arrêté un peu après, il serait peut-être probablement encore en vie. Voilà, le dernier train qui partait de la Belgique, et évidemment il y périt gazé comme pratiquement tout le reste de sa famille qui s'était réfugié en Hollande, parce qu'en Hollande aussi il y a eu des charrettes, hein. Voilà. Mais comme vous entendez bien, aucun autre artiste de la première partie du XXe siècle, Félix Nussbaum a su représenter à travers ses peintures la situation dramatique dans laquelle il se trouvait en tant que juif allemand durant la période nazie. Voilà. Et vraiment, ces peintures, là, j'ai sous les yeux une reproduction, évidemment, des damnés en 1944, peu de temps avant sa déportation. Et là, c'est prémonitoire, parce qu'évidemment, si vous pouvez voir cette reproduction des damnés, vous verrez que il a déjà, sans être allé à Auschwitz encore, il a déjà vu ce que ça pouvait donner. Voilà, il a un autre portrait aussi, il a fait beaucoup d'autoportraits de lui d'ailleurs. Un autoportrait qui s'appelle Peur, où on le voit probablement avec sa femme. Il tient avec sa main la tête de sa femme contre sa joue. Et là aussi c'est la peur, mais la peur vraiment comme pouvait la ressentir quelqu'un traqué par les nazis qui savait ce que c'était que l'issue si jamais il se faisait prendre. Voilà. Voilà. Et alors sa peinture représentait pour lui évidemment c'était le seul moyen pratiquement de lutter contre le régime nazi et qui lui permettait de conserver une forme de dignité humaine tout en lui donnant la force, le courage de survivre. Voilà. Il n'est sûrement pas un avant-gardiste, il appartient à la génération disparue, victime de l'Holocauste, et il fut comme beaucoup longtemps oublié. Et c'est dans les années 70 que son art fut enfin redécouvert avec une exposition au musée d'art et d'histoire du Judaïsme. Non, c'est plus tard ça. Oui, mais enfin quand même, je pars pour la France dans le Marais, là, où on a vu d'ailleurs d'autres artistes de confession juive comme Marian, et puis on a vu aussi Chagall qui est exposé là. Voilà. D'ailleurs, si vous connaissez pas ce musée des arts et traditions juives, allez-y. Vous verrez, il y a une vue sur la cour et sur les murs de la cour où sont des panneaux où sont affichés les locataires de ce lieu qui ont été raflés par les nazis. C'était des petites gens, c'était des petits artisans, c'était des gens comme ça. Ouais. Contrairement à l'image d'Épinal, tous les juifs ne sont pas riches, tous les juifs ne sont pas des comploteurs, voilà, etc. Hein. Les juifs, c'est comme tout le monde, ils sont pas différents des autres. Il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres, mais il y a plus de pauvres que de riches, croyez-moi. Voilà, bon.
Le musée d'art de la ville d'Onasbruck, où il était né, commence à établir une collection des œuvres de Félix. Actuellement, ce musée compte plus de 160 œuvres. Ça, il faudra qu'on se bouge le cul puis qu'on y aille un de ces quatre. Hein. Bon. Pour permettre l'exposition de toute cette collection, l'architecte Daniel Libeskind fut chargé de diriger le Felix Nussbaum Haus. Et c'est ainsi que depuis 1999, le musée propose la collection complète des œuvres de Nussbaum et accomplit ainsi la volonté du peintre. Si je meurs, ne laissez pas mes peintures me suivre, mais montrez-les aux hommes. Voilà. Ça, c'est fait, les gars. T'inquiète pas, pépère. On a exaucé ton vœu et tu vivras dans le cœur des hommes encore longtemps. En tout cas, je l'espère. Dans le cœur et dans l'esprit, évidemment. Il est l'auteur de plusieurs œuvres allégoriques, comme le Triomphe de la mort, en 1944, ou représentant la coalition juive sous l'occupation nazie, autoportrait au passeport juif, qu'il a exécuté avant de disparaître dans la Shoah. Ah ouais, il est important cet autoportrait, c'est vraiment et on le voit en gros plan, il a son par-dessus, on voit l'étoile qui dépasse sur le revers de son costume et il montre bien ostensiblement son passeport. Son passeport juif, voilà. Grâce à la persévérance de collectionneurs qui ont réussi à réunir son œuvre complètement éparpillée, qui est aujourd'hui dans ce musée d'Onasbruck, voilà, qui est un musée vraiment pour lui, consacré à son œuvre. Voilà. Alors, comme j'ai commencé à vous laisser pressentir, là, il s'est représenté tout au long de sa vie par une série impressionnante d'autoportraits dans une pose quasi identique, voyez-vous. De 3/4 à la manière des premiers autoportraits d'Albrecht Dürer, il fixe son regard dur sur le spectateur. Oui, un regard dur, mais bien sûr, parce que bon, quand on est dans son état, on peut pas en voir un regard qui pétille de malice. La figure du regard est centrale chez cet artiste, qui a vécu du début à la fin la persécution de sa communauté par le régime nazi. Voilà. On peut interpréter ce regard de plusieurs manières, évidemment. Il y a d'abord le regard de celui qui prend à témoin, se représentant toujours à l'écart dans les tableaux de groupe. Félix Nussbaum est celui qui appelle le spectateur à prendre conscience de la misère de son peuple. Il place aussi le spectateur dans une position ambiguë lorsqu'il se représente montrant son passeport comme si le spectateur était l'acteur même de sa persécution, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, parce que je dois dire que dans cette période, il n'y en avait pas beaucoup qui les défendaient et qui les protégeaient et qui leur offraient évidemment un endroit où se planquer, comme avait proposé à Anne Frank un couple. Et il semblerait, d'après les dernières recherches, que ce serait une sœur de la femme de ce couple qui est dénoncée, Anne Frank, voilà, qui était nazie. Même dans les meilleures familles, il y a de tout. Hein. En beaucoup de familles françaises, il y a les pétainistes et les gaullistes. Il fallait les soirées familiales le dimanche, c'était assez intéressante à regarder.
homme difforme dans sa personne, dont le fort intérieur avait encore peur. Oui, mais toujours lui est resté le sens de la beauté. On m'a dit quand tout s'écroulait, comme il dessinait, comme il résistait. Il a réussi à tenir et à venir à Paris, peindre et donner la vie. C'était Catherine Ringer qui interprétait C'était un homme, une chanson donc qui rend hommage à son père Sam Ringer qui était qui a été polonais, qui a été déporté dans 5 camps pendant les 5 ans de la guerre, qui fait partie de la nouvelle école de Paris effectivement, qui est revenu à Paris peindre. Ouais, que l'auditeur qui nous appelle là nous excuse, mais on peut pas maintenant prendre son appel. Puis Kiko était occupé avec d'autres auditeurs. On est désolé, on n'a pas un standard avec 12 000 gens qui peuvent répondre. En tout cas, merci d'appeler, c'est très très gentil. Ça prouve que vous vous intéressez un peu à ce qu'on fait. Voilà, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub, l'émission Art Racaille, consacrée aujourd'hui encore, et pour on y reviendra, mais pour cette fois-ci, quand même, ça va être un peu la dernière, à la nouvelle objectivité. En attendant qu'on aille en Allemagne pour nous, qu'on vous ramène plein d'infos là-dessus. Voilà. Et tout de suite, Piqueco va vous parler de encore quelques artistes de cette mouvance, comme Félix Müller, Rudolf Schlichter et Georges Scholz. Ouais, alors c'est sûr que il en manquera probablement. Oui, là j'en ai repris 3, j'espère même que ça va pas faire de trop parce que c'est quand même assez dense. Donc je vais être assez brève sur chacun de ces artistes, mais je pense que c'est important de les citer quand même quoi. Donc Konrad Félix Müller, alors lui c'est un artiste de Dresde qui était un peu plus jeune qu'Otto Dix, mais en fait qui avait une forte personnalité et qui sera le mentor d'Otto Dix. Donc Félix Müller fait partie de l'ASSO. L'ASSO, c'est l'association des artistes prolétariens et révolutionnaires d'Allemagne. Donc il reçoit le prix de Saxe, qui l'autorise à partir à Rome, qui lui permet même d'aller travailler à Rome. Mais en fait, Félix Müller va préférer aller dans la Ruhr, étudier la vie des mineurs, et va s'inspirer de ce thème pendant pas mal d'années. En 1936, le régime nazi le dénonce comme peintre de l'art dégénéré, on l'aurait deviné. Il est expulsé de Berlin et ses 150 œuvres sont détruites par les nazis. Rudolf Schichter. Donc Rudolf Schichter, lui, fait ses études avant la Première Guerre mondiale à l'Académie de Karlsruhe,
Donc c'est un des centres qui ont donné naissance à ce mouvement de la nouvelle objectivité. Et au moment de la guerre, il fait une grève de la faim pour se faire démobiliser en 1916. Ses écrits racontent son aversion donc des conventions bourgeoises et il fonde le groupe RIH, R-I-H, qui est considéré comme une filiale du groupe de Novembre à Berlin. Donc c'est une association d'architectes, d'artistes, d'écrivains, de metteurs en scène dont le but était la démocratisation de l'art. Un passage à Berlin qu'il considère comme le centre de l'art contre la bourgeoisie. Après, il rencontre Gross et il participe au mouvement Dada à Berlin. Il peint et il autopsie donc cette ville, il est comme un témoin froid, avec une vision qu'il dit objective, dépourvue de toute illusion. Alors un de ces tableaux qui est peut-être un peu plus connu, c'est un portrait de Margot. Donc c'est le portrait d'une professionnelle des nuits berlinoises. Donc c'est une femme qui a un chemisier blanc cassé, une jupe qui contraste, une jupe noire. Elle a une cigarette à la main, elle a une main, son autre main est posée sur sa hanche et elle nous regarde fièrement. Elle est postée au milieu de sa rue. Schichler a peint également des scènes érotiques plutôt crues, comme crime sexuel, cru et même difficile, donc comme crime sexuel. On voit une femme qui a été tuée, en fait, qui est sur son lit avec du sang partout. Ah, c'est dégoûtant. Il a aussi réalisé un portrait de Bertolt Brecht. Brecht étant prolétaire chic, alors il paraît qu'il aimait bien se mettre ainsi en scène. Et Schichler va aussi connaître donc des problèmes d'identité politique, puisque après avoir été membre du Parti communiste et de groupes d'artistes de gauche, il fricote pendant une courte période avec un mouvement nationaliste de droite. Ouais, d'accord. Ouais. George Scholz. Alors George Scholz, lui, se rallie à la fin de la guerre au groupe RI, donc ce groupe qui a été formé autour de Schichler. Et il fait aussi la connaissance de peintres véristes comme Georges Gross. Ses premiers tableaux constituent une critique sociale délibérée. Et l'un d'entre eux repose sur une expérience personnelle douloureuse. En fait, il vient de rentrer de la guerre, il a faim, il cherche quelque chose à manger pour lui et sa famille auprès d'un paysan. Et le paysan le regarde et de sa main lui indique un tas de fumier. Voilà. Voilà, c'est sympathique. Donc c'est à ces individus sans cœur qu'il va dédier en 1920 son tableau Les Gros Exploitants. C'est celui où on voit les trois personnages. Ah oui. Ça, c'est l'ancêtre de Bouc. Vous savez, ce dessinateur, je sais pas s'il s'est ressourcé chez Scholz, mais il ressemble vachement. Ouais. Donc c'est ça, c'est un tableau collage qui fit l'objet d'un débat au Reichstag, en fait, parce que soi-disant que l'honneur de la paysannerie était bafoué. Bah oui, voyons. Il y a un autre tableau aussi assez significatif dans son travail, c'est l'association des anciens combattants, là où en plus de la commémoration du bon vieux temps chez ces vétérans de l'Empire, on découvre cet avenir meurtrier qui se profile, puisque un des vétérans porte une croix gammée au revers de sa redingote. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un tableau de 1921. Et à partir de 1924, Scholz va s'éloigner du vérisme, il va plutôt après s'inspirer de Bonnard, et il va se réfugier à Waldkirch à la prise de pouvoir par les nazis. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai que ces deux tableaux-là méritent quand même qu'on y jette un coup d'œil. Absolument. Ouais. Voilà, après, on pourrait parler donc un peu de l'héritage de cette nouvelle objectivité. Ouais. Donc, c'est un mouvement en fait qui s'est terminé à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui a eu quand même peu de retours en Allemagne, un petit peu plus en Allemagne de l'Est, mais c'est surtout un mouvement qui est considéré comme le style historique de cette République de Weimar, en fait. Oui, tout à fait, mais je pense aussi que picturalement, c'est un mouvement très important, et c'est très étonnant qu'aussi bien en Allemagne qu'en France, mais plus en France évidemment qu'en Allemagne, ça soit quasiment ignoré de la plupart des gens, quoi, parce que franchement, quand on parle de Gross, d'Autodix, de tous ces gens-là, de Nussbaum, de Scholz, de Schlichter, de Félix Müller et de tant d'autres, ou de Jane Mamen, voilà, c'est quand même des pointures, sans vouloir prendre ce langage un peu con, qu'on utilise quand on parle d'artistes ou d'autres choses ou d'autres gens, mais bon, c'est vraiment des peintres. Voilà, ce que je peux dire, c'est des peintres et en même temps qui pour moi sont beaucoup plus importants puisque ils ont peint la société de cette époque, ils ont peint le milieu dans lequel ils vivaient, les gens qui les entouraient, enfin l'ambiance dans laquelle ils vivaient, qui était une ambiance assez irrespirable, et ça se traduit vraiment dans leur travail.
Ouais, tout à fait. Par contre, c'est difficile de trouver des liens, des sites internet en français sur tous ces artistes. Tout à fait. Ouais, J'ai eu beaucoup de mal. Celui sur Jeanne Mammon, en fait, c'est un site qui a une fondation Jeanne Mammon, donc c'est un site en allemand. On peut le faire traduire par Google. La traduction est très approximative. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, on en parle très peu chez nous. Bien sûr. L'un c'était Jim et l'autre c'était John, leur sergent c'était Georgie Carson. Au régiment, peu importe d'où l'on vient, si l'on marche, tout va bien. Le canon tonne, nos pas résonnent, du Gange au Malabar. Chaud ou froid, soif ou faim, la mort vient à la fin, ni plus tôt ni plus tard, que l'ennemi soit blanc ou noir, cela t'est bien égal si tu dois crever ce soir. Johnny trouvait le whisky fade, Jimmy avait le ventre bien malade. Alors Georgie les prit par le bras, tous les trois on avancera ou on crèvera. Le canon tonne, nos pas résonnent, du Gange au Malabar. Chaud ou froid, soif ou faim, la mort vient à la fin, ni plus tôt ni plus tard, que l'ennemi soit blanc ou noir, cela t'est bien égal si tu dois crever ce soir. Jim fut tué, John a trouvé la mort et Georgie de son dernier sommeil dort. Mais pour la guerre, on trouvera toujours du sang rouge qui coulera. Le canon tonne, nos pas résonnent, du Gange au Malabar. Chaud ou froid, soif ou faim, la mort vient à la fin, ni plus tôt ni plus tard, que l'ennemi soit blanc ou noir, cela t'est bien égal si tu dois crever ce soir. C'était Catherine Sauvage qui interprétait Le Chant des Canons, donc un morceau toujours extrait de l'opéra de Katsu de Bertolt Brecht. Voilà, sur Radio Libertaire, la bonne fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, qui termine évidemment avec cette nouvelle objectivité 2 pour vous parler tout de suite des expos à ne pas manquer quand ça pique qui s'école. Ouais, alors les expos à pas manquer, là il y a un auditeur qui nous disait qu'il était d'accord avec nous sur le musée Jacques Marandré. Merci à cet auditeur. Donc voilà, on est content quand même. Oui, on est content. Et il me parlait du Petit Palais, qui avait une exposition sur le baroque qui elle était bien. Il n'y avait pas de Caravage, mais que les salles étaient plus spacieuses, que c'était plus intéressant d'aller au Petit Palais. Ouais. Alors sinon, nous j'ai découvert par hasard en fait qu'il y avait une exposition Van Gogh sur le borinage. Van Gogh pendant toute cette première période où il a peint le borinage. À Mons, au musée des Beaux-Arts, une exposition qui se termine le 17 mai. Elle a commencé en janvier, on est passé à côté de cette info. Et une exposition qui a l'air très intéressante, puisque ça nous a donné envie d'y aller, en fait. Oui, on va y aller. Voilà. Et donc, en cherchant d'autres peintres qui avaient travaillé sur le borinage, ça, c'est préparé l'émission qu'on aura dans 2 semaines, j'ai repéré un peintre qui s'appelle Constantin Meunier, donc qui, lui, a peint aussi le borinage, qui a même fréquenté Van Gogh. Et lui, il a un musée-atelier à Ixelles. Ixelles, c'est une province au sud de Bruxelles. Donc voilà, ça, c'est deux endroits où il faut aller. On va y aller. Nous, on va y aller, puis on vous racontera. Sinon, après, c'est tout. Dans les expositions, ça te fait parler un peu de notre virée. On est allé aux étangs de Commel, là. Et voilà, c'était très sympathique. C'est pas très loin de Paris, si ça vous dit, et ça vous démange de faire une balade. Mais allez-y en semaine plutôt, parce que et pas le mercredi, mais plutôt les autres jours de la semaine, pas le samedi ni le dimanche, parce qu'il doit y avoir du monde. Mais c'est assez étonnant, si près de Paris. Voilà. Et puis il y a un petit bistrot. Comment c'est le bled déjà? Le bled, c'est Coy-la-Forêt. Coy-la-Forêt. Il y a le RER qui va au Ris-la-Ville, c'est juste après, c'est 2 kilomètres. Ouais, voilà. Il y a un petit bistrot qui s'appelle Le Régent. On est allé déjeuner, vraiment sympathique, pas très cher. Donc pour les camarades qui ont des demandes dans les plantes de pied et qui veulent aller voir les étangs de Commel, avec une espèce de grange monastique qui date du XIIe aussi, qui est
dans un vallon étonnant, au fin fond du vallon, le bout du monde. Voilà. Les étangs de Comelles, retenez ce nom, c'est vraiment une balade sympa. Très proche de Paris, voilà. On peut y aller en RER et tout, donc... Ouais, c'est quoi? C'est en 5-6 km de marche, ouais, c'est accessible. Une rigolade, quoi, une rigolade. Enfin, surtout pour piquer, coup. Hein. Non, mais ça dépayse complètement, c'est sympa comme tout, quoi. Puis il y a ta revue Zélium, voilà. là. Et il y a la revue Zélium, voilà, une revue que c'est Sylvain qui m'avait passé cette revue, qui m'avait fait le premier numéro sur les violences policières. C'est une revue qui est parue avant et qui reparaît. C'est une revue qui fait un petit peu années 70, années 80. C'est une revue satirique, mais elle repart et je trouve que c'est sympa de leur faire un petit clin d'œil. Là, c'est le numéro 2, c'est sur les addictions. Ce matin, j'ai lu pas mal sur les pages centrales de petits articles sur Je suis Charlie, où justement la critique qu'ils ont par rapport à tous ces gens qui ont défilé derrière ces politiques. Ouais. Moi, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'ils racontent. Bon, Donc voilà, si par hasard vous tombez sur cette revue, ça vaut peut-être le coup d'en acheter un numéro. Voilà. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuánto sufren y canto respirando. Cante, canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.